Monsieur le directeur, mesdames et messieurs les enseignants, les enseignantes, l'équipe pédagogique, l'administration, chers amis, chères familles et surtout chers diplômés. C'est pour moi un honneur dont je mesure à la fois la portée, et je dois le dire avec une certaine honnêteté, de caractère presque disproportionné, tant il me semble que bien d'autres anciens élèves auraient pu se tenir à cette place, avec davantage de légitimité et une capacité plus grande à trouver les mots justes et ne pas éprouver cette légère inquiétude que je ressens aujourd'hui, car je suis intimidé. Et cette intimidation me ramène immédiatement à un souvenir très précis, celui de ce matin de septembre 1985, c'est vieux, presque 40 ans, plus de 40 ans, ou à peine, mon baccalauréat en poche, j'ai fait le lycée Stendhal, donc c'est pas loin, à Grenoble. Je franchissais pour la première fois les portes de l'amphithéâtre A, dans le bâtiment d'à côté. Je m'asseyais quelque part sur un banc pour écouter le professeur Pascal Perrineau nous parler de vie politique. Je n'imaginais pas un instant que ce premier cours et ceux qui allaient suivre allaient en réalité ouvrir bien davantage qu'un champ disciplinaire, mais un espace intérieur qui allait durablement orienter ma manière de voir le monde. Lorsque j'ai reçu ce diplôme en 88, quelque chose s'était déplacé en moi, presque imperceptiblement, et avec ce déplacement est apparue une question simple en apparence, mais qui, avec le temps, ne cesse de gagner en profondeur. Qu'allais-je faire de tout cela ? Aujourd'hui, nous sommes le 21 mars 2026. Chers diplômés, jeunes diplômés, vous vous trouverez à votre tour à ce moment singulier où une étape s'achève et où, dans le même mouvement, une autre commence. Vous allez poser dans le jardin de votre existence une pierre particulière, une pierre blanche. Non pas parce qu'elle sera plus éclatante que les autres, mais parce qu'elle est posée avec une forme de lucidité et de gravité que l'on ne rencontre pas à chaque instant de la vie. Il y aura bien sûr d'autres pierres sur votre chemin, certaines plus lourdes, certaines plus obscures, certaines que vous porterez longtemps avant de comprendre où les déposer, mais celle-ci aura toujours pour vous une saveur particulière, car elle marque un seuil, un passage, un moment où vous avez su vous reconnaître que quelque chose se jouait, qui mérite d'être inscrit dans vos mémoires. Alors pourquoi cette pierre est importante ? Parce qu'elle vous rappellera que vous avez étudié ici, enfin dans le bâtiment d'à côté, dans ce lieu où tant d'autres avant vous ont traversé les mêmes interrogations, les mêmes enthousiasmes et les mêmes doutes. Aujourd'hui, vous vous inscrivez dans la filiation des anciens élèves. À l'IEP, nous avons accumulé du savoir, une pensée critique, comme l'a dit le directeur. Vous l'avez fait avec sérieux et parfois avec courage, mais nous sommes tous anciens élèves, parce que je peux vous appeler anciens élèves, maintenant ouverts l'esprit en vous exposant à des questions qui débordent largement le cadre du monde professionnel auquel vous vous apprêtez à entrer. Songez que nous avons en commun, au fond, cette spécificité qui sont les études de sciences politiques que nous avons suivies. Vous allez, dans les années qui viennent, comprendre que ces études ne vous auront pas seulement appris à comprendre le monde, elles commenceront à vous apprendre à vous y situer, ce qui est infiniment plus exigeant. Je n'ai compris pour ma part, bien des années après avoir quitté cet amphithéâtre, ce point important. J'ai réalisé que l'IEP ne se résumait pas à une ligne sur un CV ou à une clé d'entrée dans le monde du travail, mais constituait en réalité le point de départ d'un travail intérieur beaucoup plus vaste, celui d'un élargissement progressif de la conscience, qui se ne décrète pas, mais qui se construit lentement au fil des expériences, des rencontres et parfois des épreuves. Et c'est précisément parce que ce travail est incertain, fragile, parfois inconfortable, qu'il est indispensable, car il constitue peut-être la seule manière de ne pas se laisser entièrement déterminer par les forces extérieures qui, dans le monde contemporain,
tendent à réduire l'individu à une fonction, à un rôle, à un rouage, à une simple variable d'ajustement. Vous allez entrer dans ce monde dont vous connaissez les tensions. Comme l'a dit Simon avant moi, un monde qui, sans céder à une vision catastrophiste, peut néanmoins être décrit comme profondément abîmé. Il est traversé par des contradictions que nous n'avons pas su résoudre et que Albert Camus avait déjà pressenti lorsqu'il évoquait la difficulté de maintenir une exigence de justice et de vérité dans un monde qui se défait. Et pourtant, malgré cet état du monde, ou peut-être à cause de lui, subsiste une forme de beauté qui se manifeste dans des gestes simples, dans des engagements visibles ou discrets, dans cette capacité humaine à continuer malgré tout, à créer, à penser, à espérer. Grâce à vos professeurs, que je salue ici, vous avez appris et compris des théories complexes, ou fait semblant, ce qui est déjà une compétence politique avancée. Mais dans ce monde brutal, la responsabilité qui est la vôtre n'est pas de tout réparer, ça serait excéder largement les forces de chacun d'entre nous. Elle est de ne pas détourner le regard, de rester présent à ce qui se joue, de refuser les formes d'indifférence ou de résignation qui sont peut-être aujourd'hui les plus dangereuses. Car au fond, la question ou les questions qui ont traversé vos années d'études et les miennes à l'IEP et qui continuera de vous accompagner sont des questions d'une simplicité confondante, désarmante, mais aussi d'une profondeur redoutable. Qu'est-ce que la domination ? Qu'est-ce que le pouvoir ? Pourquoi en 2026, alors même que nous disposons d'un niveau de conscience, de connaissances scientifiques, philosophiques, spirituelles, sans précédent, l'humanité persiste-t-elle à produire et à reproduire des formes de violence à la fois distinctes et profondément liées entre elles ? La violence contre les autres, qui prend aujourd'hui des formes effrayantes, aidées par la technique, et dont l'actualité des guerres nous offre un spectacle dément. La violence exercée contre la nature, ensuite, qui se manifeste par une exploitation sans précédent prédatrice de notre planète Terre, au point de compromettre les conditions même de la survie de notre espèce en pleine conscience. Et enfin, peut-être la plus insidieuse, la violence psychique exercée contre nous-mêmes, à travers cette saturation permanente de l'attention, cette dispersion mentale, cet enfermement dans des dispositifs numériques qui promettent la connexion, mais produisent davantage que de l'isolement, parfois de la folie. Les réponses à ces phénomènes sont en partie politiques, et elles doivent l'être. Mais il serait illusoire de croire qu'elles suffiront, car une part essentielle de ce combat se joue à un autre niveau, plus discret, plus intime. Il est celui de votre manière d'habiter votre propre existence. C'est pourquoi je me permets de vous adresser, alors que vous avez fini vos 4 années d'études ou plus, aujourd'hui, de vous adresser un petit conseil, un truc immédiat qui peut paraître simple, voire banal, mais dont la mise en œuvre demande en réalité une véritable discipline. Apprenez de temps en temps à vous retirer. Non pas pour fuir le monde, mais pour le retrouver autrement. Mettez de côté pour un temps les écrans, les livres, les flux continus d'informations qui occupent votre attention, afin de vous exposer à une autre forme de présence, plus lente, plus incarnée, plus juste. Allez randonner, sans objectif précis, dans la montagne, jusqu'à ce que le bruit intérieur se calme et que quelque chose de plus profond puisse émerger. Regardez ce qui nous entoure, que ce soit les sommets enneigés, l'océan, un paysage ou simplement un fragment de réel auquel vous n'auriez pas prêté attention auparavant. Jardinez, voyagez, prenez le temps de vous confronter à des expériences qui ne produisent pas immédiatement des résultats mesurables, mais qui transforment en profondeur votre rapport au monde.
Chers jeunes diplômés, vous avez de la chance. Le diplôme que vous avez reçu aujourd'hui ne vous enfermera jamais dans une trajectoire prédéfinie, c'est ce qu'a dit Simon avant moi. Le diplôme de l'IEP a une force et une particularité. Il vous ouvrira, au contraire, tout un espace de possible, à condition que vous acceptiez d'y avancer avec courage, c'est-à-dire avec cette capacité à aller vers vous-même sans certitude préalable, en acceptant de découvrir, parfois tardivement, ce qui vous anime réellement. Car nous sommes ce qui nous anime dans notre singularité. Nous sommes que cela. Et vous serez peut-être un jour, professionnellement, confronté à un choix simple et terrible. Réussir aux yeux du monde ou rester fidèle à vous-même. Et je ne vous promets pas que ces deux chemins coïncident toujours. Et je me permets de vous dire cela parce que moi-même, je me suis moi-même parfois perdu de vue après 40 ans de vie professionnelle. Un point important dans ce cheminement, n'oubliez jamais ceux qui ont partagé avec vous ces années dans ce temple de l'amitié, qui est l'IEP Grenoble. Car les liens que vous avez tissés ne devront pas se réduire à des réseaux, jamais, ou à des opportunités professionnelles, mais constitueront un tissu vivant fait d'expériences communes, d'émotions partagées, de moments qui, même s'ils vous paraissent aujourd'hui ordinaires, prendront avec le temps une valeur particulière. Ici, vous avez partagé bien plus que des bancs, vous avez partagé des moments, des tensions, des enthousiasmes, des fatigues. Et ces liens doivent parler à votre cœur avant de parler à votre intérêt. Car ils sont ceux qui, dans les moments décisifs, difficiles, vous rappellent qui vous êtes. Chérissez vos camarades de promotion. Ils seront autant de points d'appui pour avancer. Pour conclure, je voudrais évoquer une image simple qui me vient d'un jeune philosophe français qui n'a que 25 ans, une pensée qui vient de lui, qui s'appelle Étienne Lorrain. Je pense que c'est une pensée forte. Le meilleur juge de votre vie professionnelle ne sera jamais celui que vous pourriez être tenté de satisfaire, qu'il s'agisse d'un réseau professionnel, d'une hiérarchie, d'un regard extérieur. Le juge de votre carrière ne sera pas votre DRH. Ce ne sera pas votre bilan comptable, ce ne sera pas l'évaluation d'indicateurs de performance, encore moins LinkedIn. Non, le meilleur juge, il est en vous. Il habite votre poitrine, il a la taille d'un enfant, 1,20 m, pas plus. Il court dans l'herbe, il rit sans raison, il lèche ses doigts pleins de confiture plusieurs fois par jour. Il regarde le monde émerveillé. Et quand vous douterez, posez-lui la question, parce que vous allez douter, que penses-tu de tout cela ? Demandez-vous alors, quand il posera un regard sans jugement sur vos choix, si son regard s'éclaircit ou s'il s'assombrit. Car cet enfant en vous a deux exigences qui sont à la fois simples et redoutables, ne pas s'ennuyer et rester vivant. Il vous importera de devenir le grand ami, le second, le bouclier tendre qui porte les intérêts raffinés de l'enfant. Votre tâche dans ce monde qui se transforme, qui est si dur, est peut-être simplement de ne jamais le décevoir, de devenir, avec les moyens de l'âge adulte, celui ou celle qui protégera cet élan, qui lui donnera forme, qui transformera ses châteaux de sable en constructions durables, sans jamais perdre de vue ce qui les a rendus possibles. Si vous parvenez à lui rester fidèle, à lui inspirer fierté et émerveillement, alors même dans ce monde incertain, vous trouverez votre place et vous contribuerez à votre mesure à le rendre plus habitable, ce qui est sans doute l'une des tâches les plus nécessaires et les plus nobles qui soient. Je vous remercie et profondément, je vous envie.